première table ronde de cette matinée. On n'a presque pas de retard. Ça, c'est pour la partie pragmatique, pardon, de nous faire revenir. Cette première table ronde, elle est autour d'un sujet féministe qui est évidemment particulièrement d'actualité, puisque c'est celui d'avoir ou non des enfants. Rappelons ce célèbre slogan « Si je veux, quand je veux ». Lundi 4 mars 2024, grâce à une intense mobilisation féministe, c'est toujours important de le rappeler, le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, se sont prononcés en faveur de l'inscription dans la Constitution de la liberté des femmes de recourir à l'IVG. La France est le premier pays au monde à agir de la sorte, dans un contexte global de montée de l'extrême droite et des discours antiféministes. 50 ans plus tôt, c'était la loi Veil qui avait accordé ce droit grâce à nouveau à une mobilisation féministe d'ampleur. Ce texte de 1975, initialement, il avait été voté pour 5 ans. Je ne sais pas si tout le monde le sait ici, et il était accompagné de restrictions. Mais il changerait bien sûr la vie de milliers de femmes, en premier lieu en leur évitant la mort. À l'époque, 5000, ça dépend selon les sources, mais en gros, on considère que 5000 mouraient chaque année en France d'avorter clandestinement. Aujourd'hui, dans le monde, on considère que une femme toutes les 9 minutes meurt d'avoir accouché clandestinement, d'avoir avorté, clandestinement. Avec mes 3 prochaines invitées, on va essayer de faire des allers-retours entre le passé, le présent, pour y voir plus clair sur les enjeux en débat. Merci beaucoup d'applaudir très chaleureusement l'ex-députée et responsable plaidoyer du planning familial Alban Gaillot, la chercheuse en sociologie politique et autrice Lucille Ruot, et la médecin généraliste retraitée et militante au planning familial Josette Masse. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes les 3. Installez-vous confortablement. Vous avez des verres d'eau si besoin. Je vais rapprocher peut-être les vôtres. Alors, on va commencer par la question de la bataille juridique autour de l'IVG. Et donc, on va faire un certain nombre, effectivement, d'allers-retours entre le passé et le présent. Josette Masse, merci beaucoup d'être là. Je voudrais qu'on remonte dans le temps. Je voudrais que vous nous racontiez comment vous avez découvert le planning familial, le MLAC, c'est-à-dire le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception. Et je voudrais que vous nous disiez comment c'était cette période avant la loi Veil. Et après, c'est promis, on va laisser ouvert les micros. Ouais, merci. Oui, voilà, le message est entendu. C'est bon là? Oui. Ouais. Moi, comme vous l'avez dit, en 73, puisqu'on va remonter cette époque-là, je suis étudiante en médecine, je suis en 5e année. J'ai fait mes études à Toulouse et là, à cette époque-là, j'avais passé un concours et j'étais à Narbonne. Et donc, dans nos études à cette époque-là, j'avoue que la contraception, c'était des choses évoquées, on n'en parlait pas. Il faut se rappeler aussi qu'à cette époque-là, dans un amphithéâtre, il y avait une très grosse majorité de garçons. Les filles étaient peu nombreuses. Ça s'est inversé maintenant. Donc voilà, c'était masculin tout le temps. Masculin. Je ne dis pas que tout le monde était macho, mais c'était masculin. Donc moi, je suis amenée un jour, une copine me dit qu'elle est embêtée parce qu'elle est enceinte. La suite d'une histoire beaucoup plus compliquée en fait. Il s'agissait d'un viol. Et elle me dit comment je peux faire, elle n'est pas médecin. On va voir le planning à Narbonne. Petit planning, il y avait une infirmière qui de temps en temps venait se tenir la permanence. Elle me dit, écoute, sur Toulouse, il y a des avortements qui se font de temps en temps. Voilà. On pousse la porte, c'était du côté du marché Arnaud Bernard, je ne me souviens plus très bien. Alors on y va toutes les deux, et j'avoue que j'ai découvert, moi étudiante en médecine pleine de certitude, j'ai découvert un monde nouveau. L'accueil déjà, sans jugement. Moi j'avais été entourée les patrons de service, c'était toujours des gens qui vous regardaient de haut, un regard très mandarin. Et là, un accueil formidable,
où on prend le temps d'écouter ma jeune amie, sans la juger, comment ça se fait-il qu'elle ait pu être violée, qu'elle se soit fait violer. Et donc, je vais découvrir que l'on peut faire des IVG dans un endroit très calme, très joyeux. Voilà. À l'époque, c'était fait par des médecins, des praticiens qui s'étaient formés à cette méthode, qui s'étaient formés à la méthode d'aspiration Carman. Les IVG avaient lieu alors soit au domicile des accueillantes ou des militantes, ou quelquefois au domicile des femmes qui demandaient à avoir un avortement, si elles étaient de Toulouse, par exemple. Voilà. Et j'ai découvert cela, qu'on pouvait être dans un appartement normal, avec une cuisine, des chambres, des water, sur une table, toute simple, où on pouvait faire des IVG dans un climat extrêmement serein, dans un climat on dit maintenant la bienveillance, mais à l'époque c'était joyeux. C'était joyeux. Et ça se passait bien, quoi. Alors très vite, comme j'étais médecin, on m'a demandé. J'ai très vite été enrôlée à faire des IVG, on m'a formée à faire ça. Voilà. C'est ce que je peux raconter. Merci beaucoup pour ce récit qui nous ramène, alors pour celles qui ont vu le film Annie Colère, je pense qu'il y a des images que vous évoquez qui tout de suite font écho. On reviendra aussi sur le corps médical, sur ce regard de haut un peu mandarin, on verra si ça a vraiment changé. Je laisse le suspense pour celles qui veulent le conserver. Lucille Ruot, vous êtes chercheuse en sciences politiques, vous avez publié en 2023 un ouvrage aux éditions de l'ENS. On va voir normalement, voilà, c'est incroyable. Merci beaucoup Martine Jeancaille qui est derrière ce magnifique PowerPoint. Vous avez publié donc Le spéculum, la canule et le miroir, Avorter ou Mlac, une histoire entre féminisme et médecine. Est-ce que vous pouvez d'abord nous redire ce qu'est le MLAC, comment est-ce qu'il a été constitué et quelles sont les spécificités de ce mouvement, en quoi il a, qu'est-ce qui a fait qu'il a finalement été très important pour arriver à la loi de 75. Ouais, alors c'est toujours difficile de synthétiser une histoire, il y a plein de choses à dire, mais en gros, le mouvement français pour le planning familial avait donc commencé tout le démantèlement de la loi de 1920, donc qui interdisait la propagande sur la contraception, la provocation à l'avortement, toute manœuvre abortive, etc. par cette loi Neuwirth en 67 qui légalise la contraception avec tout un tas de contraintes, mais la contraception devient légale. Et ensuite, ce qui est très important de comprendre, c'est le tournant qui se crée en 1970, c'est-à-dire que le mouvement féministe vient porter une parole en rupture avec les quelques médecins progressistes qui défendaient l'ouverture des conditions d'avortement, des conditions d'accès à l'avortement thérapeutique. Et le mouvement féministe dit absolument pas, nous on ne veut pas d'une commission de médecins qui vient juger la légitimité ou non de femmes à avorter. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une libéralisation simple. Et elle allait même plus loin, en fait, elle voulait même juste une abrogation de la loi 1920 et pas une nouvelle loi. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et en fait, le MLAC, le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, lui, il arrive en 1973 sous l'impulsion, au départ, du planning familial et du groupe Information Santé, qui est un collectif de médecins critiques. Donc, le GIS, donc le groupe Information Santé, c'est le GIS, il est créé en 1972, dans cette ambiance contestataire post-68, par des médecins qui sont en lutte contre le pouvoir médical, contre le mandarinat, pour une meilleure prise en compte des usagers et usagères des services de santé, et qui sont plutôt habitués à d'autres luttes, les luttes du terrain ouvrier en gros, qui font des enquêtes dans les usines aux côtés des ouvriers pour dénoncer la médecine du travail qui sert les intérêts du patronat, pour dénoncer des maladies professionnelles, en gros silicose, qui sont plutôt habitués à ça. Et en fait, ce qui va vraiment donner toute sa célébrité au GIS, c'est l'avortement. À partir du moment où des médecins vont apprendre qu'il est possible d'avorter simplement et de manière très sûre avec cette méthode par aspiration, donc on a appelé malheureusement en France méthode Carman. Pourquoi vous dites malheureusement ?
Malheureusement, parce que Carmon, c'est un homme, un psychologue états-unien, et en fait, pour les féministes états-uniennes, pour beaucoup de féministes états-uniennes, c'est un charlatan. Enfin, en tout cas, il a fait des expérimentations aux États-Unis et au Bangladesh sur des avortements et aussi des moyens de contraception. Donc voilà. C'est pas vraiment un héros. C'est pas vraiment un héros. Et en fait, si on l'a appelé comme ça en France, c'est déjà parce que ce bonhomme-là, il était beaucoup dans l'autopromotion. Donc il est arrivé en disant j'ai inventé ça. La méthode par aspiration, elle existe depuis le 19e siècle. Alors après, il y a eu plein de petites améliorations et de sophistications qui ont été données. Mais le fait d'aspirer le contenu de l'utérus plutôt que de rentrer un corps étranger pour provoquer l'avortement, c'est pas nouveau. Quand ça arrive en 62. Donc si ça vous va pour la journée, on restera sur une méthode par aspiration. Si vous voulez. Ça serait beaucoup mieux. Et en tout cas, mais ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi ils ont pris méthode Carman comme appellation. C'est parce que ce bonhomme, il arrive à Paris, il leur montre la méthode, et là, pour eux c'est la révolution. C'est-à-dire que dans les études de médecine, ce qu'on apprenait juste, c'est que l'avortement c'était dangereux, qu'on pouvait en mourir, que c'était un geste très difficile, très compliqué, le curetage. Et là, c'est la découverte totale. Donc, d'où ce mot de révolutionnaire qui leur vient. Et donc là, ces médecins se mettent à pratiquer les avortements d'abord de manière clandestine, en testant la méthode pour vérifier qu'elle fonctionne bien. Et en février 1973, ils font publier un manifeste, le manifeste des 331 médecins, pour être moins que les 343 femmes qui avaient déclaré avoir avorté 2 ans avant. Et à partir de ce moment-là, le MLAC est créé. Au départ, ça aussi on oublie, pour soutenir ces médecins en cas d'inculpation et en cas de sanction disciplinaire. Et en fait, très rapidement, le MLAC est créé en avril 1973. Et dans les semaines, les mois qui suivent, des dizaines et des dizaines de groupes se constituent à travers la France, alors surtout dans les moyennes et grandes villes. Et donc, moi, c'est difficile de compter, mais moi j'ai compté jusqu'à 300 permanences MLAC en France. Donc c'est quand même énorme. Alors il y a des permanences qui durent quelques semaines, d'autres des années, jusqu'à 10 ans. Et ça devient en fait un mouvement qui échappe aux médecins gauchistes et au planning du départ. En fait, il est rejoint par beaucoup de militants, des militants d'extrême gauche, des militants syndicalistes, des militantes féministes, mais surtout, moi je dirais, ce que j'ai rencontré dans les groupes, ce qu'on appelle dans notre jargon de sociologue des primo-militantes. En fait, des femmes qui n'avaient jamais milité jusque-là et qui se sont senties très bien dans ces groupes-là. Exactement ce que vous venez de nous raconter, Josette. Un espèce de monde s'ouvre alors on dirait aujourd'hui peut-être sororité, mais de capacité à faire ensemble, à se découvrir aussi soi en même temps qu'on se découvre avec les autres. Il y a des liens qui se créent là qui sont complètement dingues. Vous l'avez rappelé, donc il y a ces antennes qui s'ouvrent un peu partout avec une demande folle, il faut aussi le dire. Le manifeste des 343, on reparlera tout à l'heure du procès de Bobigny, qui bien sûr est majeur aussi. Revenons à cette loi de 75. Donc cette loi de 75, elle finit par être après la loi de 74 sur la contraception. Donc c'est qui permet le remboursement par la sécurité sociale et l'accès aux mineurs sans limite d'âge à la contraception. La loi Veil du coup est portée, elle est promulguée, et vous dites, elle est historique cette loi, mais elle n'est pas sans compromis. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais c'est une loi de compromis. De toute façon, pour réunir les voix nécessaires pour la voter, il fallait une loi de compromis. Donc en fait, à la fois elle a été accueillie par les militantes des MLAC, des plannings familiaux, comme une victoire, bien sûr, parce que légalisation. Mais très rapidement, c'était vu aussi comme une victoire en demi-teinte. Simplement, alors par exemple, pour citer une des choses qui montre que c'est le compromis, c'est que le remboursement n'est pas du tout obtenu. Alors ça, c'est intéressant. Le MLF demandait l'avortement libre et gratuit. Le MLAC demandait l'avortement libre et remboursé. Vous voyez bien déjà la bascule. Libre et remboursé, ça veut dire que ça devient un acte médical. Et en fait, le remboursement est impossible. Enfin, ça, c'est dans toutes les négociations parlementaires, etc. Mais c'était le projet de loi très rapidement. Donc, la première version du texte prévoyait le remboursement. Et en fait, au nom d'un principe simple qui était mais oui, mais il faut quand même qu'on donne comme message que la priorité, c'est la contraception et pas l'avortement. Donc là encore, clairement, hiérarchisation des modes de contrôle des naissances. Alors, la contraception va être remboursée avec cette loi de novembre 1974. Mais le message qu'on envoie, c'est qu'on ne rembourse pas l'avortement pour montrer la distinction entre les deux méthodes. Donc compromis. Donc évidemment, les militantes des MLAC, en fait,
sont quand même en grande partie déçus par toute une partie de loi. Puis je ne vais pas citer toutes les restrictions, mais il faut bien comprendre que c'était 10 semaines de grossesse, le délai. Tout un tas de restrictions comme l'impossibilité pour les mineurs d'y accéder sans autorisation parentale. Pour les étrangères et les immigrés, c'était particulièrement compliqué parce qu'il fallait prouver avoir résidé sur le territoire dans les 3 derniers mois. Il fallait passer par plusieurs rendez-vous, dont la consultation psychosociale. Et la consultation psychosociale, dans l'esprit de la loi, c'est très clairement, elle a une vocation dissuasive à cette époque. En plus, il était remis à la femme un dossier guide qui indiquait toutes les autres possibilités, notamment d'adoption, etc. Et puis, il fallait signer un papier disant qu'on prenait conscience des risques. Alors, quels risques, on ne sait pas, les risques de l'avortement. Donc, il y a quand même tout un tas de contraintes qui venaient là. Et évidemment, déception, mais au cours de l'année 75, mine de rien, la plupart des MLAC disparaissent en France. Alors, disparaissent, souvent se reconvertissent pour faire pression sur les hôpitaux pour ouvrir les services d'IVG, donc ce qui est un boulot assez monstrueux, pour aller dans les hôpitaux, faire des sit-ins, dire « vous faites mal les avortements, c'est quoi ces médecins qui font curtage plus aspiration, là où l'aspiration suffit ». Je cite toujours l'exemple, à Lille, le médecin, le chef de service exprès alourdissait le parcours en demandant aux femmes une radio des poumons. Bon, mais ailleurs, c'était une radio d'autre part, hein, mais juste pour embêter, puis rendre la procédure plus lourde, plus embêtante et certainement dissuader, puis c'était une manière de marquer son désaccord. Donc voilà, il y a tout ce travail-là à faire. Et puis il y a d'autres groupes très rares qui disent « nous, on continue ». On continue parce que l'avortement, il est cher. C'est compliqué aussi de dire d'un endroit à l'autre, mais c'est en moyenne 700 francs sans anesthésie générale. Or, beaucoup de services font l'anesthésie générale pour rendre l'acte plus rentable. Donc là, on atteint plutôt 1000 francs et plus. Donc beaucoup de femmes ne peuvent pas accéder à l'avortement, pour d'autres raisons, quand elles sont étrangères, quand elles sont mineures, etc. Quand elles sont en dépassement de délai, au-delà de 10 semaines de grossesse. Donc nous, on les aide, que ce soit sur place ou en allant en Angleterre et en Hollande avec elles. Et puis on continue aussi parce qu'on sait pratiquer. Qu'en pratiquant ensemble, entre nos médecins, on a découvert des choses formidables et qu'on ne veut pas redonner au corps médical, en tout cas lui laisser ce monopole-là. Et en plus, si on lui laisse ce monopole-là, il le fera de plus en plus mal. C'est-à-dire que nous, en faisant hors du circuit hospitalier, en continuant à faire les avortements, on maintient une qualité de soins et on est des interlocutrices crédibles. On va y revenir tout à l'heure sur l'IVG en pratique aujourd'hui et sur aussi ce qu'a permis ce mouvement, et notamment en matière de self-help, c'est ce qu'on se disait un peu tout à l'heure. Josette Matt, vous vous souvenez, vous, de comment c'était après l'adoption de la loi Veil? Est-ce que vous vous souvenez de ce moment? Est-ce que vous vous souvenez d'où vous étiez? Oui, j'étais toujours à peu près dans le même coin. Bon, j'avais un peu bourlingué avec mes études, mais j'avais consacré quand même, un an et demi, quoi, au MLAC, à peu près, pas tous les jours, hein, bien entendu. Mais ce que vient de dire Lucille est tout à fait ça, c'est-à-dire que on était contents, enfin vraiment, il y avait quelque chose qui pour nous était, ça y est, le gouvernement avait enfin pris la mesure des choses, mais voilà, ça devenait très médical, il y avait tout un tas de choses qui se faisaient déjà, mais qui allaient être rayées de la carte, qui devenaient de facto illégales, quoi. Hein. C'est-à-dire que tout ce savoir qu'on savait faire, même si moi j'étais médecin, je faisais partie de l'intelligentsia, comme on dit, hein, mais, enfin médecin, je n'étais pas encore diplômée, mais je pratiquais. Hein. On avait formé des infirmières, hein, voilà. Donc on était, oui, c'est ça, on sentait que de toute façon cette loi n'allait pas tout résoudre. Voilà. On était contents parce qu'à nouveau on avait fait bouger les choses et que c'était, il faut comprendre, on n'a pas trop évoqué, mais la presse était avec nous, l'opinion publique était avec nous. Ouais, c'est un véritable basculement dans la société. C'était assez de mortes, il y en a trop. Vraiment, l'opinion était avec nous, entre les procès, Libération titrait tout le temps, enfin, vraiment, il y avait vraiment un très gros mouvement à l'époque de l'opinion publique. Donc, ouais, cette voie, on était à la fois contents, mais on se dit que peut-être le plus dur sera à faire, quoi. Quand on voit, comme se fait une toute petite parenthèse, la contraception, c'est M. Neuwirth, on est 6 ans avant, 73, elle a du mal à être appliquée, hein, ça dépend des endroits où vous êtes. Du pharmacien, vous aviez encore en 72 des pharmaciens qui disaient mais je ne vends pas de pilule, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il y avait, c'était illégal.
Mais vous aviez un parcours du combattant. Comme il y avait des plannings pour se procurer la pilule, tant mieux. Mais sinon, voilà. Donc c'est pour vous dire qu'on sentait que, et ça s'est avéré juste, que les hôpitaux feraient des freins épouvantables. Oui, et ce que vous disiez tout à l'heure, c'était aussi que c'était des mouvements joyeux. Et que finalement, cette joie-là, où on va là retrouver... Oui, exactement. Alors, tout ça, donc là, on était plutôt dans le passé. Il se trouve que, du coup, progressivement, cette loi de 75, elle va tout de même être largement renforcée, notamment en 82 avec le remboursement de l'acte, en 83 avec la création d'un délit d'entrave en cas de refus de pratiquer une IVG, et puis avec le rallongement des délais d'avortement, donc une première fois à 12 semaines en 2001, et à 14 semaines, grâce à vous, Alban Gaillot, vous aussi, une loi porte votre nom, la loi Gaillot, qui vient renforcer donc l'accès à l'avortement. Elle a été adoptée en 2022. Pourquoi est-ce que vous, quand vous étiez député, vous avez considéré que c'était indispensable d'y aller sur ce terrain-là, qu'il y avait quelque chose à faire? Et puis, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'aussi c'est une loi du compromis? Alors, effectivement, quand en 2020, je dépose ma proposition de loi, c'est pas un hasard, c'est grâce à vous, en fait, grâce au planning familial. C'est parce que ce discours qu'on vient d'entendre était encore présent. Parce que malgré toutes les lois, malgré l'encadrement, malgré la bonne volonté, malgré le soutien, et ben on se rendait compte que chaque année, entre 3 000 et 5 000 femmes, chaque année devaient partir à l'étranger. Donc seules les femmes qui en avaient les moyens, à la fois financiers et humains, pouvaient le faire. Chaque année, des milliers de femmes étaient en difficulté et ne pouvaient pas avorter. Tous les jours, des femmes recevaient des propos culpabilisants, étaient empêchées dans l'acte d'avortement. Donc c'est le planning familial qui m'a alertée. En plus, en 2020, je le rappelle, on était en plein confinement. Peut-être que vous, ici, vous avez entendu des femmes qui vous appelaient parce qu'elles n'avaient aucune solution pour avorter, et changer de département pour avorter avec une attestation en ayant marqué « je dois avorter », c'était quasiment mission impossible. Et certaines appelaient en disant qu'elles avaient même honte d'appeler pour cet acte, en fait. Et donc, les alertes du planning familial ont été très prégnantes, et aussi du corps médical pour certains très progressistes. Et donc, on s'est dit, j'avais interpellé le gouvernement lors de questions orales, et le gouvernement à l'époque me disait, on ne traite pas ce sujet-là par voie d'amendement, par voie de questions orales. Donc j'ai dit, bingo, je vais déposer une proposition de loi. Et donc je dépose une proposition de loi. Je me souviens une des premières rencontres avec la présidente du planning familial qui me dit, mais en fait, pourquoi que 2 semaines en fait? Pourquoi que 2 semaines? Nous, c'est beaucoup plus, là, on veut beaucoup plus. Et donc c'est vrai que là, j'ai aussi parlé, on a aussi beaucoup échangé avec les militantes et militantes du planning familial, mais aussi d'autres associations, parce que la politique, c'est du compromis. Et on a entendu tout à l'heure le compromis 74 et 75, et on va se rendre compte que cette proposition de loi de 2020, elle va avoir un chemin politique très compliqué, très long, parce qu'à l'époque, j'étais dans l'opposition, et donc une proposition de loi de l'opposition, on m'a toujours dit, c'est impossible, tu n'y arriveras jamais. Il a fallu faire des compromis malheureusement, et notamment, on ne l'a pas cité tout à l'heure, mais la clause de conscience. On s'était dit toutes que ce compromis de 74 et 75, on s'était dit 47 ans après, cette clause de conscience spécifique à l'avortement, il faut le rappeler, l'avortement, il y a une clause de conscience spécifique, elle existe encore, on s'est dit on va réussir à la faire sauter. Eh bien non, on n'a pas réussi à la faire sauter. Un amendement est arrivé, et il a été adopté par la majorité. Donc malheureusement... C'est ce que vous m'avez dit quand on a préparé, vous m'avez dit que ça a été un véritable combat. Oui. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit un si long combat, un si grand combat, entre à la fois des anti-choix, et vous m'avez dit, bon, eux, ils existent, on le sait, ils sont à la rigueur. À l'époque, ils étaient peut-être un peu moins nombreux, en tout cas, à verbaliser aussi fermement leur position, mais il y avait aussi l'opposition molle. Oui, j'appelle ça l'opposition molle, parce que quand on connaît ses ennemis, quand on connaît les anti-choix, on sait leur répondre, et on sait les attaquer, on sait se défendre. Oui, je ne m'attendais pas à un combat aussi long, je ne m'attendais pas à un soutien aussi mou, voire une opposition aussi molle, et j'emploie cette idée parce que je pensais, effectivement, 82% de la population française soutient l'avortement, 82% soutient effectivement que les femmes puissent avorter dans les meilleures conditions possibles, et donc on avait soutien à l'opinion publique. Et souvent c'est la société qui précède les lois,
Et là, on avait une loi qui correspondait à l'attente de la société. Sauf que le gouvernement à l'époque et la majorité de l'époque n'a jamais voulu montrer son soutien parce que Emmanuel Macron n'était pas pour cette proposition de loi. Il l'avait exprimé dans un journal, comme je crois que c'était Elle, il avait dit qu'il était contre l'allongement des délais parce que l'avortement est un traumatisme pour toutes les femmes. Bah oui, il le sait bien, lui. Hein. Enfin, voilà, hein, quand même, mesdames, moi je sais, quoi. Je suis président de la République, donc je sais que c'est un traumatisme, donc on ne va pas allonger les délais, quoi. Donc voilà, ça c'est une opposition qui est franche, mais dans le sein de l'hémicycle, on a besoin de soutien. Et là, je n'ai pas eu de soutien, en fait. Pas eu de soutien clair, pas eu de personne pour prendre un micro pour dire moi je ne suis pas d'accord avec Macron, mais sur la majorité. Et donc il a fallu travailler à bras-le-corps, hein, c'est-à-dire qu'effectivement il a fallu convaincre avec des réunions ministérielles, avec des réunions de cabinet, avec des réunions avec des députés qui étaient plutôt influents ou influentes pour faire passer le texte. Parce que quand vous êtes dans l'opposition, c'est pas aussi simple, hein. Il va falloir négocier pour avoir cette petite place dans une niche parlementaire. Et donc il faut jouer d'alliance et savoir... Et en fait ce qui s'est passé, c'est que dès lors que la majorité, dès lors qu'Emmanuel Macron a compris que cette proposition de loi est un outil au service de sa politique et de sa future élection présidentielle peut-être, et de ses élections législatives, il s'en est saisi, il a dit bingo, on l'inscrit à l'ordre du jour de calendrier parlementaire et on soutiendra cette proposition de loi. Donc par opportunisme plus que par conviction, si on devait résumer. Oui, je maintiens, oui, par opportunisme. Et on a eu des soutiens, mais pas francs. Et dans les médias, effectivement, il y avait une ministre à l'époque, Madame Moreno, qui était ministre en charge de l'égalité femmes-hommes, qui a exprimé publiquement son soutien à cette proposition. Mais c'était si peu. Alors voilà, on le savait dans les mots de couloir que tu sais, machin il te soutient, machine te soutient, Premier ministre te soutient. Mais sans s'afficher, quoi. Voilà. Sans l'afficher, ce soutien. Bon, cette loi, bravo, elle existe. Merci. Merci pour nous. Je voudrais quand même dire... alors, elle porte mon nom, mais c'est un collectif. Tout ce travail-là, c'est à la fois grâce aux militants et aux militantes du planning familial et toute l'association qui œuvre sur le sujet de l'avortement. C'est les parlementaires engagés, sénateurs, sénatrices de tous bords politiques, alors plutôt à gauche et écolo, hein, parce qu'on a un petit groupe écolo quand même, je veux dire quand même, voilà. Mais voilà, c'est plutôt collectif, alors ça porte mon nom, mais voilà, je voudrais quand même le dire. Merci beaucoup. Et c'est important de le redire. Alors, on était donc là en 2022. Lucille Ruot, je voudrais vous redonner la parole. D'abord peut-être pour que vous nous disiez si ce que vous entendez du combat d'Alban, etc., sur ces sujets-là, est-ce que ça fait écho à des choses que vous avez en tête concernant la loi Veil de 75 ? À nouveau, on va pas revenir sur le fait que c'est une loi qui est à la fois historique, encore une fois, mais aussi avec un certain nombre de restrictions. Je l'ai appris, moi... pardon du coup de vous raconter ma vie, mais qu'elle était valable que pour 5 ans, cette loi, par exemple. Ça, c'est un truc que moi, je ne savais pas. Peut-être juste redites-nous ça, et puis après, j'aimerais que vous nous donniez toutes les trois votre avis sur la constitutionnalisation de l'IVG, qui vient donc d'aboutir, et qui, sans doute, n'est pas sans lien avec, d'ailleurs, tous les débats que vous avez permis de faire remonter aussi à la surface du débat médiatique, en tout cas, en 2022. Peut-être juste, oui, toujours sur la continuité du compromis. Donc en effet, elle était votée que pour 5 ans. Et ça fait clairement partie du compromis aussi. Parce que, vous comprenez, il fallait voir les incidences de cette loi sur la démographie. Voilà, il y a quand même une préoccupation démographique très forte. C'est le réarmement démographique C'est le réarmement démographique de l'époque, mais le natalisme français, enfin dans le modèle nataliste français est quand même très fort, historiquement. Donc évidemment, il y avait ce compromis-là. Et en 79, quand à nouveau est à l'ordre du jour la reconduction de la loi Veil, tous les mouvements féministes remobilisent. C'est un moment très très fort, l'automne 79. Avec des manifestations massives, dont une manifestation non mixte qui est restée célèbre. De toute façon, le soutien il est massif. Alors, il n'y a pas une amélioration très nette en 79 comme elle l'aurait espéré, notamment le remboursement. Il faut attendre encore quelques années. Donc, il y a ce compromis-là. Et puis, l'autre compromis important, alors, il y a la clause de conscience. Mais la clause de conscience, il y a beaucoup de choses qui traînent dans les têtes là-dessus. Mais moi, je voudrais juste dire que la clause de conscience, évidemment qu'il faudrait la supprimer, parce que symboliquement, c'est quelque chose qui vient toujours rappeler qu'avorter n'est pas un droit comme un autre, n'est pas un acte médical comme un autre, etc. Seulement,
comme pour faire ma juriste, cette clause de conscience, elle est superfétatoire. C'est-à-dire que pour tout acte médical, en réalité, un médecin ou une médecin peut dire « moi, je ne pratique pas ça, c'est contraire à ma conscience ». Donc, en réalité, la clause de conscience, elle existe déjà sur tous les actes médicaux. Et c'est ça qui est embêtant, c'est d'en rajouter une autre. Et ça va même plus loin que ça. Dans cette espèce d'opposition molle que tu décris sur la scène politique, en fait, elle vaut dans le milieu médical. En réalité, les médecins, ils n'utilisent pas la clause de conscience. Là, c'est juste qu'ils ne pratiquent pas, mais ils ne convoquent pas cette clause de conscience. Donc on aura beau la supprimer, et le symbolique est important, je suis bien d'accord, mais il ne se passera pas grand-chose de plus, parce qu'en fait, aujourd'hui, en tout cas 50 ans après la loi Veil, même parmi le corps médical, il n'est pas de bon ton d'être anti-IVG. Donc en fait, ça ne se dit pas frontalement comme ça, publiquement, en disant « moi, je mobilise la clause de conscience ». Et ça, c'est très pernicieux, en fait. Et voilà, et donc on n'est pas dans la situation italienne où c'est 80% des gynécologues qui mobilisent cette clause de conscience. C'est pas ça en France. La question, c'est juste, c'est un acte qui est toujours pas bien vu parce qu'il est techniquement très simple, etc., etc. Et puis aussi, il y a une opposition idéologique, mais molle. Merci pour ces rappels et puis pour cette nuance aussi, même si, comme vous le disiez, les symboles sont importants notamment sur des combats politiques comme les questions féministes. Josette, sur la constitutionnalisation, on reviendra à vous après, si ça vous va. Sur la constitutionnalisation de l'IVG, qu'est-ce que ça vous a... On est heureux. Voilà, on est heureux. Voilà, c'est sûr, le seul pays au monde où on fait ça. Quand on sait que quand même, ne serait-ce qu'en Europe, au Parlement, les droits reproductifs sont plutôt menacés de partout. En Europe, voilà. Alors je parle même pas. Alors là, du coup, le choc, ça a été effectivement les États-Unis. Voilà, un pays, une grande démocratie. Ça interroge, quoi. Mais c'est vrai que dans plein de pays, alors là, du coup, il n'y a pas de droit reproductif, c'est au bon vouloir des gouvernements et des maris. Mais oui, en Europe, les droits reproductifs sont toujours menacés par l'extrême droite, des pro-choix, des choses comme ça. Donc on est ravis que ce soit constitutionnalisé, ça c'est clair que on aurait aimé une autre formulation. Voilà, parce que je vous rappelle quand même que depuis la loi Veil, on ne nous a jamais accordé un droit. Ça, c'est important. La loi Veil, c'est la dépénalisation de l'IVG. Voilà. Et ça a toujours été. On allonge les délais, on fait en sorte, c'est à l'hôpital, tout va bien se passer, madame, c'est parfait. Et puis là, surtout, c'est une liberté, c'est pas un droit. Ça, voilà. Je trouve qu'un droit, c'est quand même beaucoup mieux. C'est mieux. C'est drôlement mieux. Lucile Ruot, votre avis sur la constitutionnalisation? Bon, alors, moi, je vais faire la sociologue de service, donc grincheuse. Donc évidemment qu'on est contente. Voilà. Mais le mais, il est énorme. Il y a la formulation. Et puis surtout, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à chaque fois quels intérêts vient servir cette loi. Et bien sûr que ça vient servir les intérêts des femmes par ce symbole monumental, on est d'accord. Au passage, le cocorico, non merci, parce qu'en fait, je crois, alors je ne vais pas dire de bêtises, il y a un des pays baltes dans lequel c'est déjà le cas. Donc on n'est pas le premier pays, contrairement à ce qui a été dit dans la presse partout. Ah bah autant pour moi. Mais évidemment, c'est le réflexe français. Il faut toujours dire qu'on est les premiers, qu'on est le pays des droits de l'homme et parfois de la femme. Donc, ce truc-là qui est quand même très gênant. Et puis surtout, c'est quand même voté dans un contexte où on attaque avec une agressivité rarissime les chômeurs, donc on a quand même juste après la question de la loi immigration, alors les chômeurs, les bénéficiaires des minima sociaux, etc., dans un contexte où en fait on attaque indirectement et même directement les droits des femmes à disposer de leur corps parce qu'on n'a pas vraiment le choix quand on a des conditions de vie socio-économiques très compliquées. Et donc voilà, évidemment l'origine du texte, ça elle est indéniablement pure politiquement, mais ce qui a été, la manière dont ça a été réapproprié, l'instrumentalisation qui a été faite par ce pouvoir présidentiel comme sur à peu près tout, elle est terrible et évidemment ça vient redorer le blason de cette politique. Et puis moi je trouve qu'il y a toujours un truc aussi assez glaçant, je ne peux pas m'empêcher de le dire, à préparer ces garde-fous en cas d'avancée encore plus rapide dans le fascisme. Et il y a ça aussi qui est associé à ça.
Donc voilà, vous avez fait votre sociologue, alors vous avez fait votre sociologue de service, mais merci infiniment, parce que c'est très important, moi j'adore les sociologues de service. Est-ce que, grincheuse notamment, je vais faire la journaliste de service, est-ce qu'il y a une forme de piège Ben, je pense, mais en même temps, le piège, toutes les féministes l'ont vu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, le gros intérêt que je vois, moi, à tout ce bas, ça devient un gros barouf, quoi, hein, c'est surtout ça. En fait, c'est du barouf symbolique, et encore une fois, c'est important. Ce que je vois qui est important, c'est que ça a permis de rouvrir le débat et de dire, en fait, il y a des problèmes autour de l'IVG aujourd'hui en France. Parce que cette loi, elle ne va rien faire sur les pratiques. Hein. Directement, rien. Il ne se passe rien de plus si une femme n'a pas accès dans son département et qu'elle doit faire je ne sais pas combien de kilomètres pour accéder à une IVG. En revanche, ça a permis de redire haut et fort qu'il y a des gros problèmes d'accès à l'IVG, qu'il y a des gros problèmes pour les femmes pour accéder à un véritable choix sur les méthodes d'avortement, sur le choix de l'anesthésie locale ou générale, sur certaines maltraitances, etc., etc. Donc, ça a permis de redire ça parce que les féministes ont trouvé l'opportunité de parler à ce moment-là et de râler. Voilà, donc, mais c'est un piège si on en restait à cette célébration et côté cocorico et côté droit des femmes, parce que ça peut être en fait une coquille vide qui permet juste de dire on est trop fort, encore une fois. Merci Luciano. Alban, vous qui avez été du coup à l'Assemblée nationale, voilà, un mandat dernier, qu'est-ce que ça a fait, qu'est-ce que ça a procuré chez vous? Est-ce que vous souscrivez à cette analyse? Est-ce que Alors, moi je suis grincheuse et aussi râleuse professionnelle, et c'est pour ça que je travaille maintenant, je travaille au plaidoyer du planning familial à la Confédération. Donc, au sein du planning familial, effectivement, on a vu effectivement l'arrivée de ce texte avec enthousiasme, optimisme. Les premières rédactions nous satisfaisaient beaucoup plus, hein, notamment celle qui prévoyait l'inscription du droit à l'avortement et de la contraception. C'est une proposition de loi qui était très intéressante et qu'on soutenait fortement. Quand on a vu effectivement que le texte de compromis qui allait être proposé, qui a été issu d'une navette d'amendements parlementaires plus ou moins fumeux de sénateurs LR, avec ce mot liberté, et effectivement, je peux vous avouer qu'il y a une bronca et de tout le milieu féministe en disant c'est pas possible. Nous, c'est pas ce que l'on veut. Nous, on sait très bien que la liberté ne garantira pas l'accès à l'avortement et ne résoudra pas tous les problèmes. Nous, ce que l'on veut, c'est le droit. On a vu en face de nous, effectivement, un mur politique en nous disant c'est ça ou rien. C'est ça ou c'est pas voté. Donc, il a fallu, effectivement nous-mêmes, admettre cette écriture et se dire c'est la seule chose qu'on va pouvoir obtenir. Et donc, on savait, on a compté les votes, on a fait des actions de plaidoyer auprès des sénateurs et des sénatrices et des députés de tous bords politiques, hors Assemblée nationale, parce que ça ne sert à rien de s'épuiser avec les gens qui sont totalement opposés. Et oui, c'est une rédaction de compromis. L'avis du Conseil d'État nous a un peu quand même rassurés en disant que ça avait la même portée politique. Mais je rejoins Lucie, hein, c'est-à-dire que nous, on sait très bien, et vous le savez très bien, que la constitutionnalisation ne résout rien en problème que rencontrent les femmes. Aujourd'hui, dans l'hémicycle, je ne sais pas si vous avez eu la patience d'écouter les heures de débat où les députés et sénateurs et sénatrices LR n'arrêtaient pas de dire mais ce qu'il faut, c'est pas ça, c'est de la prévention, c'est de l'action, c'est du terrain, c'est de l'argent, machin. Et donc, bingo, moi j'ai préparé mes amendements pour le projet de loi finance de 2025, il n'y a pas de souci. Bingo, oui, on veut bien de l'argent, parce que le nerf de la guerre, il est bien là. Et pour vous dire, on a fait, je pense peut-être que vous avez répondu, on a fait une enquête cet été pour savoir comment se passait l'accès à l'avortement auprès des plannings familiaux durant l'été. Moi, j'étais atterrée, parce que tu peux dire qu'il n'y a pas de clause de conscience utilisée. Il y a des gynécologues, quand même, qui n'arrêtent pas de culpabiliser les femmes, qui rallongent les parcours, qui prescrivent des examens supplémentaires XY, des analyses de sang, machin. Il y a quand même 18% des femmes qui changent de département pour avorter en France. Une sur 5. C'est 1 sur 5. Aujourd'hui, effectivement, il y a la rédaction, ok, mais il y a aussi la question des moyens et de la volonté politique.
Et puis aujourd'hui, on a un vrai sujet, je suis peut-être un peu longue, mais sur l'accès à l'information. Aujourd'hui, on a des mouvements anti-choix. C'est qu'on va y venir après. Juste. Mais non, voilà. Monsieur, allez-y, on le retirera. Voilà, la première pierre angulaire de l'accès à l'avortement, c'est l'accès à l'information sur qui je peux contacter, qui je peux aller voir. Et donc, on a cité le numéro vert national 0800 08 11 11 et le chat. Mais on fait face à une fronde anti-choix, des mouvements qui ne sont pas que des uluberlus dans leur coin avec des petits drapeaux et tout ça. C'est des mouvements très organisés, très bien financés, qui font de la désinformation, le fer de lance de leur politique. Quand vous allez sur Internet pour chercher des infos sur l'avortement, vous avez une chance sur deux pour tomber sur un site anti-choix. Donc il y a aussi une responsabilité de l'État. Vous avez d'ailleurs créé un nouveau site, le planning, vous avez créé un nouveau site. Enfin, vous avez voilà, on a cité tout à l'heure le numéro vert, on a un site IVG contraception sexualité. Voilà, qui est le site. On va le faire. On a il y a ivg.gouv.fr et je ne citerai pas les sites anti-choix parce que ça ne sert à rien et surtout pas à leur faire de la publicité. Mais oui, il y a un enjeu aussi de mener une grande campagne de communication sur l'accès en droits santé sexuelle et reproductive dans leur ensemble. Oui, bien sûr. Et puis vous avez raison sur les anti-choix. On va y revenir, puisque c'est effectivement... Et puis j'ai oublié de le dire, mais évidemment, vous pourrez poser des questions après, là, dans pas très longtemps. Je regarde le timing. À La Roche-sur-Yon, les anti-choix ont vandalisé la statue de Simone Veil il y a un mois à peine. Le 8 mars, bah voilà, comme ça c'est... Donc voilà. Je voulais dire, c'est une toute petite anecdote. J'ai fait aussi des IVG en centre de planification à l'hôpital dans les années 80. Et j'ai eu droit à la visite d'anti-choix dans le couloir du centre de planification. Ils étaient en train de chanter des cantiques et il y en avait un qui s'était enchaîné. Vous savez, les petites barres d'appui qu'on a, il y en a un là, il ne voulait plus partir. On est obligé de faire venir la police. Donc ça m'a vraiment marqué. Enfin, voilà. C'est cette violence-là qui monte, et qu'effectivement, le fait de maintenir, même si les batailles juridiques sont fortes, et même s'il y a du compromis, etc., le fait de maintenir ces débats dans l'opinion publique de manière un peu médiatique, etc., c'est important. Alors, sur ce qu'on peut dire de l'IVG en pratique aujourd'hui, d'abord, un rappel de quelques chiffres. Donc, une femme sur 3 avorte dans sa vie. 234 000 avortements ont été pratiqués en France en 2022, c'est le chiffre de l'adresse. La plupart l'ont été par voie médicamenteuse, 78%, avec des disparités bien sûr très fortes sur le territoire. Et vous l'avez dit, Alban, on considère qu'aujourd'hui, il y a encore 3 500 à 5 000 femmes qui doivent partir à l'étranger pour avorter chaque année, notamment en raison, mais pas que, soit des coûts, soit des délais, bien sûr. Quand on parle donc d'IVG, on l'a vu beaucoup, on l'a entendu beaucoup dans vos paroles, on parle pas mal de corps médical, et y compris de... Alors bien sûr, il y en a des super, des gens du corps médical, et qui accompagnent beaucoup. Lucile Roueux, dans votre ouvrage, vous écrivez, donc il est là, l'ouvrage, il sera à la librairie, il y a une librairie qui s'installe à partir de 13h30 et qui fera des dédicaces avec les autrices de la journée. Vous écrivez à propos de l'adoption de la loi Veil, donc on repart sur nos allers-retours dans le passé. Il est peu d'actes relevant de la sphère privée depuis des temps ancestraux qui soient devenus de façon si abrupte une exclusivité professionnelle au nom d'un impératif professionnel. Est-ce que vous pouvez d'un impératif de santé publique, je pense. Ah pardon, j'ai mal repris la citation. Bah, bravo Clémence Legault. Je la retrouverai pour voilà. Mais qu'est-ce que vous vouliez dire par là? C'est ce qui est en jeu, disons, pour les femmes, en fait. Ouais, en fait, c'est un constat tout simple et qui vient des mobilisations. C'est-à-dire que les femmes, ont toujours avorté avec des tonnes de techniques, des tonnes de techniques qui revenaient un peu quand même toujours aux mêmes, parce que c'est finalement assez simple. Et aussi, c'est très important de rappeler, au-delà de toutes les femmes qui sont mortes d'avortement ou qui ont eu des séquelles très graves, c'est aussi important de rappeler qu'en fait, la majorité ont avorté sans problème aussi. Et ça, je tiens à le dire parce qu'il y a celles qu'on appelait les faiseuses d'anges, qu'on a traînées dans la boue, y compris les militantes des MLAC, des plannings familiaux, qui ne voyaient les avorteuses et les avorteurs que comme des mauvaises personnes. En réalité, il y a des avorteurs et des avorteuses qui après sont arrivés au MLAC,
donc qui ne faisaient pas ça que pour l'argent, il y avait des réseaux d'entraide dans les villes, dans les campagnes, autour de l'avortement, et c'était, voilà, au-delà du secret, au-delà de toute cette ambiance qu'on a en tête, en fait, il y a aussi beaucoup de fantasmes sur ces avortements du passé, avec une rupture très nette qui est tout le temps affirmée entre les avortements militants et puis de l'autre les mauvais avortements d'avant. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, les avortements se faisaient seuls, avec un compagnon, avec des amis, avec des connaissances souvent féminines, avec des médecins qu'on disait marrons, ou avec... enfin, bon. C'était possible, et ça ne se terminait pas toujours à l'hôpital dans un bain de sang. Pas du tout, aussi. Il faut vraiment le dire. Et je le dis parce que donc on a ces avortements ancestraux qui se faisaient dans la sphère domestique, et par contre la question c'était celle de la douleur et de la longueur du processus. Ça, par contre, on n'y échappait pas avant la méthode par aspiration. Et à partir du moment où la méthode par aspiration est connue des milieux militants et du coup, y compris de femmes ordinaires qui font ça donc, dans les maisons et collectivement, parce que donc, le MLAC faisait des avortements, comme l'a bien écrit Josette, à domicile et avec un gros entourage, un environnement soutenant, beaucoup de tendresse, beaucoup d'accompagnement à tous les niveaux, un repas qui suit, ça se faisait en effet dans la joie. Moi j'avais retrouvé dans les archives du MLAC d'Aix plus de 1500 fiches d'avortement que les femmes remplissaient elles-mêmes. Elles mettaient leur adresse, elles mettaient leur âge, elles mettaient la date des dernières règles, etc., et elles mettaient leurs commentaires sur l'avortement. Et je donne toujours l'exemple d'une qui elle met juste, alors qu'on lui demande un commentaire sur comment l'avortement s'est passé, elle dit la tarte aux pommes était délicieuse. Et ça, j'ai ça souvent. C'est une journée, je me suis fait beaucoup d'amis, on a bien mangé après, on a bien discuté, et j'ai beaucoup plus de commentaires sur le niveau relationnel que sur le niveau technique. Oui, en fait, c'est un endroit de lien aussi. C'est ça que vous voulez dire derrière les savoirs ancestraux, c'est aussi qu'il y a une maîtrise des corps, de la manière dont ils fonctionnent, et également que ça se partage, ça se diffuse, et donc ça crée du lien, et donc ça crée de la puissance. Et ça crée du savoir, parce que chaque avortement au MLAC, c'est un moment de transmission de savoir. Transmission de savoir entre les militantes qui s'apprenaient des choses, parce que quand on est en position, par exemple, avec la lampe, qu'on passe le matériel, on apprend à faire le geste, mais on apprend aussi aux femmes. Une femme qui n'avortait dans ces MLAC, on lui proposait toujours de poser elle-même le spéculum. Elle veut ou elle veut pas, c'est une proposition. De regarder dans le miroir ce qu'elle voit, pour la première fois voir ce que voient que les médecins dans son parcours jusqu'ici. Et puis, l'inclusion des femmes va jusqu'à leur proposer d'insérer elle-même la canule d'aspiration avec l'aide de militants. Donc en fait, de la rendre actrice au maximum de l'acte en considérant que ce n'est pas propre à l'avortement, que dans plein d'actes, plus on participe et moins on a mal, et aussi mieux on se sent. On en fait l'expérience avec la question toute bête de quand on désinfecte soi-même une plaie, il ne se passe pas la même chose que quand on le fait, que quand une autre personne nous le fait sans nous expliquer, etc. Et donc aussi, elle faisait l'avortement au rythme indiqué par la femme. Et en 75 arrive cette loi qui met un coup d'arrêt, et elle dit, nous on a l'impression qu'on nous coupait l'herbe sous le pied. On avait fait des choses incroyables, on apprenait, on s'est pas contenté d'avortement, on s'est mis à poser des spéculums, on s'est mis à faire des accouchements, on s'est mis à savoir diagnostiquer des mycoses, à savoir les soigner sans antibiotiques pour plus être dans cette spirale infernale des antibiotiques. On avait réussi des choses incroyables, et paf, on nous arrête. Et d'un coup, il fallait que l'acte rejoigne l'hôpital, exclusivement l'hôpital, parce que c'est pas seulement médicalisé, c'est l'hôpital. Donc c'est vraiment un acte très, très lourd, qui est à l'époque en plus très réglementé. Et donc il y a un coup d'arrêt à ça. Et donc c'est ça le paradoxe, c'est qu'en 1973-1974, il y a une ouverture des savoirs, et pas seulement une ouverture des savoirs, mais le fait de pratiquer ouvertement, publiquement, de dire mais nous on le fait. Alors elle ne disait pas où elle le faisait, mais tout le monde savait que le MLAC pratiquait quotidiennement des avortements. Et puis tout d'un coup, paf, à leurs yeux, ça re-rentre dans la sphère privée. Et la sphère privée, à ce moment-là, ça devient l'hôpital. On vient de nouveau fermer la porte. L'hôpital, c'est la forteresse à leurs yeux. C'est de nouveau la porte ouverte aussi à des abus. Et à des abus, notamment du pouvoir médical, à leurs yeux. Josette Mas, vous êtes médecin généraliste et vous avez continué à pratiquer des avortements. Vous m'avez raconté effectivement exactement ce que dit Lucille, hein, sur tout ce que vous appreniez, etc. D'abord, qu'est-ce que ça a infusé dans votre pratique, justement? Alors, ce que ça a infusé, ce que vient de dire Lucille, là, c'est de découvert qu'on pouvait mettre soi-même un spéculum, regarder le col utérin. Et ça, je l'ai utilisé. J'ai acheté un grand miroir. Des miroirs tout bêtes qu'on trouve dans les... les solderies, vous voyez, un miroir portable. Et je demandais à mes patientes, celles qui voulaient, bien entendu, on pose toujours la
question, est-ce que vous voulez voir à quoi ressemble un col de l'utérus? Ça, c'était dans les années 2000. Hein. C'est possible. Ben oui. Vous voulez voir à quoi ça ressemble, et puis où on va mettre le stérilet, où là on va passer votre enfant, et que voilà. Et donc, il y en a beaucoup qui étaient curieux, il suffit de demander. Hein. Moi, j'ai toujours dit que quand on pose une question, on a la réponse. Et si on ne la pose pas, effectivement, on n'en vient pas. Hein. C'est comme pour l'alcool, comme pour plein de choses. Il faut poser la question. C'est comme pour les violences faites aux femmes. Si on ne leur demande pas, enfin, nous, médecins, on n'avait pas de réponse, bien sûr. Hein. Et donc, du coup, j'ai acheté un miroir. Je leur ai demandé si elles voulaient regarder, si elles voulaient poser le spéculum en plastique. Et voilà, j'ai continué dans cette pratique. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Qu'est-ce qui se passe pour ces femmes-là? Qu'est-ce que vous percevez chez elles qui change? Ah, ben elles sont ravies de découvrir leur intérieur. C'est presque révolutionnaire, non? Mais oui, elles voient que leur vulve, si elles veulent bien regarder, hein, parce que beaucoup ne regardent pas où est le clitoris, et où on met un tampon sans trop savoir où c'est qu'on le met. Hein. Quand on leur demande un peu d'anatomie, c'est pas toujours simple d'avoir les bonnes questions. Oui, non, elles découvrent quelque chose de leur intérieur. Comme souvent, il y a des femmes qui m'ont dit, mais les hommes, ils voient tous leurs organes génitaux, nous, ils sont drôlement cachés, quoi. Donc, effectivement, elles sont ravies. Ouais. Alban Gaillot, votre loi prévoit la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer l'IVG par aspiration. Est-ce que c'est du coup, comme c'est dans la loi, facile à mettre en œuvre? Je pense que là, vous savez toutes, voilà, on a la réponse en fait. Non, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Non, effectivement, ça c'est effectivement une demande importante. On savait que c'était un levier important d'inscrire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on savait que les sages-femmes, c'était déjà les professionnels de santé qui étaient déjà formés, qui pratiquaient déjà ce qu'on appelle les gestes endo-utérins. C'est déjà elles qui s'occupent des femmes lors des fausses couches, c'est déjà elles qui mettent les stérilets, c'est déjà elles parfois qui font tous les actes que les gynécologues obstétriciens ne font pas. Et donc c'était une demande du corps des sages-femmes pour effectivement qu'elles puissent pratiquer les IVG instrumentales pour permettre d'avoir plus de professionnels de santé qui puissent pratiquer les IVG instrumentales. Donc dans la loi, ce qui est inscrit, c'est que les sages-femmes puissent pratiquer des IVG instrumentales jusqu'à 14 semaines de grossesse. Il n'y a pas écrit que les sages-femmes, accompagnées de 4 médecins, dont un ambulateur, dont le machin, de ceci, de cela, puissent pratiquer les IVG instrumentales. Et donc, il y a un décret qui est sorti, d'abord en test, parce qu'effectivement, il faut bien tester, hein, on ne sait jamais, elles se tromperaient, il y aurait des erreurs, des morts, enfin voilà. Et donc, un test concluant, dont pérennisation, et là, on voit le décret sortir, badaboum, il fallait effectivement que les sages-femmes soient entourées de 4 médecins, dont un ambulisateur, c'est ça? Voilà. Enfin, que des médecins. Et donc, on a fait des tests auprès de sages-femmes et on s'est vu que c'était inapplicable. C'était ça l'enjeu? C'était que ce soit inapplicable? Ben, c'était ça l'enjeu, oui, carrément. Là, on est vraiment sur du lobbying médical qui ne voulait pas céder une once de leur pouvoir. Pour en discuter avec beaucoup de sages-femmes, dont Chantal Birman, que vous connaissez certainement, pour elle, elle était vent debout et en colère, parce que pour elle, c'était vraiment un signe de culpabilisation, d'infantilisation des femmes, de stigmatisation des sages-femmes. Enfin, voilà. Et donc, oui, aujourd'hui, le décret est en cours de réécriture, on l'attend patiemment. On a rencontré le nouveau ministre, M. Valtou, et que j'ai saisi au pont le 8 mars pour lui dire que ça serait bien de réécrire le décret. On espère une réécriture dans les jours. Il y a de l'espoir ou vous y croyez? Oui, il y a de l'espoir. Je suis optimiste. Oui, non, mais il y a de l'espoir. Mais comme quoi, effectivement, même ça, même cet acte-là, ce texte-là, c'est vraiment, on est vraiment sur ce qu'on décrivait tout à l'heure, sur le pouvoir des médecins, du corps médical qui ne veut pas laisser une once de pouvoir à un autre corps. Oui, et notamment pas aux sages-femmes qui, voilà, je rappelle quand même qu'on parle de professionnels qui font des accouchements. Hein. Voilà. Et un accouchement, statistiquement, c'est plus dangereux qu'une IVG. Hein, il y a des tas de complications aux accouchements. Donc ces femmes, le corps de sage-femme, c'est très ancien. Hein. Donc ce sont des professionnels qui ont 5 ans d'études. Hein, qui sont très doués. Et là, d'un seul coup,
elle serait plus capable de faire de monter une sonde, de faire une aspiration. Et pour vous dire, la première même version du décret prévoyait qu'elle ne pouvait faire les IVG instrumentales que jusqu'à 12 semaines. C'est ça. Donc, alors que la loi, c'était bien 14 semaines. Oui, quoi. Ben oui, ce sont des professionnels hyper qualifiés, quoi. Oui, puis comme quoi il faut, le diable se mise dans les détails, il faut toujours être très... Ça fait partie de la bataille juridique, c'est y compris dans l'application des textes et dans leur effectivité. Gardez le micro, Josette Mas. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de continuer de militer au planning familial? Maintenant, alors, au sens strict du terme, je milite moins parce que j'ai vieilli et que voilà, je suis pas trop sur le terrain, quoi. Voilà, c'est ça. Je milite en donnant un peu de, en adhérant, en faisant passer la bonne parole, en allant dans les assemblées, en allant là, ici. Mais c'est vrai qu'au sens strict du terme, je suis plus sur le terrain, mais c'est quand même très important parce que rien n'est gagné, quoi. Enfin, on l'a dit, c'est le résumé de notre rencontre aujourd'hui, ça n'est jamais gagné, c'est sûr. Il y a tellement de forces et de vents contraires qu'on ne se rend pas compte. Ça a été tellement... le peu qu'on a obtenu, c'est bien, enfin, voilà. Ça peut tellement se retourner, comme vous disiez. Voilà, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Il suffit de désorganiser les services. Moi, j'ai un exemple, par exemple, Saint-Nazaire, je crois que c'est quelqu'un du planning qui me l'avait dit, quand il y a eu la restructuration des locaux, on avait oublié les locaux du planning. Voilà, le centre d'IVG, il n'existe plus sur les plans, il n'y en avait plus. L'air de rien. Il suffit de faire ça, hein, c'est tout, hein, de fermer la porte, en fait. Comme ça se fait à l'hôpital, voilà, il suffit, voilà, la porte n'ouvre que dans un sens, et puis c'est bon, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Je crois que la Seine-Saint-Denis, c'est quand même en France, ils ont un mal de chien à avoir des IVG, quoi. C'est épouvantable, quoi. Au point que, bon, bien sûr, on sait que les IVG par médicament, c'est ce qui se fait le plus, sauf qu'il faut trouver quand même le médecin qui va vous les prescrire, parce que là, c'est pas parce qu'il veut pas, mais c'est déjà, faut les trouver. C'est pas simple. Par exemple, je crois que c'est en 2000 que c'est venu l'IVG médicamenteuse au cabinet, 2000 ou 2002. Je crois que c'était ça. Le médecin qui voulait le faire pouvait en faire la demande. C'était très, très formalisé. Et il fallait être rattaché à un hôpital. À l'époque, je ne faisais plus d'IVG en centre. Il fallait être rattaché à l'hôpital. Donc moi, j'habitais à Esnay, je voulais aller à La Roche-sur-Yon. Et donc, on écrit au directeur du centre hospitalier. Je fais part de mon CV, que j'avais fait pendant un certain nombre de temps, que je pose des stérilets, enfin bref, que ça ne me faisait pas peur, quoi. Et que, voilà. Si je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais eu de réponse. J'ai fait 2 fois. Et la deuxième fois, je me suis même appuyée sur Christian Bonneau, qui était à l'époque au centre de planification de l'hôpital, médecin généraliste aussi. Il m'a dit, tu dis que tu viens de ma part et tout. J'attends toujours la réponse. Je ne l'ai pas jamais eu. Hein. Vous voyez, les freins, ils sont comme ça aussi. Hein. Alors les freins, justement, on en a. Merci beaucoup, Josette. Et merci pour votre engagement, parce que voilà, c'est militer, c'est voilà. Vous parliez des freins, on a évoqué les disparités territoriales, on a évoqué les anti-choix, ça reviendra peut-être dans vos questions, il m'en reste 2 des questions, c'est pour que vous prépariez les vôtres, pour que la première soit moins difficile à poser. Est-ce que, Alban Gaillot, vous voulez, en tant que responsable du plaidoyer du planning, nous dire ou compléter, disons, cette liste de freins? On a évidemment largement évoqué également les médecins, les gynécos, etc. Voilà, comment est-ce qu'on peut étoffer cette liste des freins qui se posent encore aux femmes sur la pratique? Aujourd'hui, effectivement, on a parlé des freins qui sont à la fois des freins de délai ou des freins matériels. Et oui, il y a un frein qui est l'argent, hein, les moyens financiers, les centres IVG qui ferment chaque année ou régulièrement. Donc on a besoin d'augmenter le nombre de lieux pour pouvoir pratiquer les IVG. Par ailleurs, il y a un frein fort qui sont les mouvements
anti-choix qui drainent des messages, notamment sur les réseaux sociaux, mais sur tout Internet et sur toute la toile, des messages de désinformation en continu. Et ces messages en désinformation, ils sont disponibles en lien sponsorisé, ils font de la publicité grâce à Meta, Google et toutes les grandes plateformes web qui leur donnent un accès direct et sans limite à du contenu qui est de la fausse information. Et donc, quand vous arrivez sur un site de fausse information, vous ne le savez pas forcément. Sans faire de la publicité, vous arrivez sur certains sites, c'est pas écrit n'avortez pas. C'est pas bien, c'est mal, c'est douloureux, vous allez souffrir atrocement. Non, nous vous accompagnons. Vous êtes enceinte, venez chez nous. Appelez-nous pour un conseil spécialisé. Et donc, si vous chattez, vous allez sur leur site internet, vous chattez avec eux, je peux vous assurer qu'on a fait le test. C'est clairement, ils vous accompagnent juste pour vous dire, n'avortez pas, quoi. C'est dangereux. Certaines vous disent même que vous allez être stérile. Vous ne pourrez plus jamais avoir d'enfant, c'est fini. Vous allez mourir, limite mourir dans d'atroces souffrances. En tout cas, vous allez atrocement souffrir. Donc des fausses informations. Donc ça, c'est un frein important. Et on rejoint la question financière, parce qu'à la fois, il n'y a pas assez d'argent pour permettre à des mouvements comme le planning et au centre de planification d'exister, et d'exister massivement sur le territoire en correspondance avec les besoins. Et en même temps, ces anti-choix-là, eux, ils ont un pognon de dingue. Oui, en fait, souvent, on imagine que les anti-choix sont des petits mouvements locaux. On peut imaginer 5 personnes, et puis ils se réunissent le samedi matin. Non. Extrêmement structuré. C'est ce qu'on appelle notamment l'agenda Europe. C'est un mouvement qui vient notamment des États-Unis. C'est l'agenda Europe. L'agenda pour conquérir l'Europe, qui est un agenda planifié pour qu'effectivement les mouvements anti-choix progressent. Ils sont très bien organisés, ultra financés. Les grosses fondations comme la Fondation Le Jeune financent énormément d'événements, énormément de choses, et les cafés joyeux et tout ça, ils récoltent énormément d'argent. Ils arrivent à organiser des colloques dans des endroits incroyables avec beaucoup de monde et beaucoup de Saint-Ouen et beaucoup de vedettes, entre guillemets. Ils font des déplacements et surtout, ils investissent massivement. Il y a eu un rapport de la Fondation des femmes très intéressant que on pourra peut-être faire suivre aux personnes inscrites sur l'argent investi sur les réseaux sociaux en termes de publicité, mais c'est des sommes astronomiques. Et je dois citer un exemple aussi, peut-être qui montre les moyens qu'ils ont, c'est qu'en une nuit, ils ont réussi, ce mouvement-là, à coller 15 000 stickers anti-IVG sur des Vélib à Paris et je crois dans une autre ville de province, en une nuit. Donc je peux vous assurer que moi je les ai vus les vélos, c'était très bien collé, hein, c'était pas genre, c'était hyper designé, on voyait bien, c'était intégré au vélo. On peut imaginer, si on devait faire ça nous, tous les plannings familiales de France et de Navarre, faire ça une nuit, les moyens qu'il faut, donc on voit bien la puissance qu'ils ont, et elles ont. Voilà. On va terminer sur... Pardon, je fais les 15 questions qui me restent en 2 questions. On va terminer sur 2 questions qui sont en lien avec une forme d'espoir, de projection, etc., vers des choses joyeuses. Donc vous, Lucie Herbeau, vous dites que finalement, à propos du MLAC, c'est soit une histoire inachevée, soit, on ne sait pas très bien, une histoire sans légataire. C'est intéressant, alors même que... comment dire, on a une forme de réappropriation justement des questions de self-help, il y a eu la réédition de cet ouvrage fabuleux qui s'appelle Notre corps nous-mêmes, qui était une première édition aux États-Unis, qui a été réédité en France là, en 2020 par un collectif de femmes, etc. Est-ce que finalement, j'allais dire, on pourrait voir effectivement un héritage du MLAC et des mouvements de self-help s'organiser partout en France. Il en existe, hein, bien sûr, mais qui sont assez disséminés et finalement pas aussi puissants et structurés que n'a pu être le MLAC. Est-ce que finalement ça pourrait pas aussi passer par là, par plein de groupes de femmes, voilà, ce que fait aussi beaucoup le planning, hein, évidemment, mais avec, disons, une autre approche. Oui, et puis il y a de la place largement pour toutes les plein. initiatives. En fait, oui, c'est vrai que je parle d'histoire inachevée, parce qu'en fait, à l'époque où les derniers MLAC, moi les MLAC que j'appelle dissidents, là, ceux qui
s'arrêtent pas de pratiquer et qui arrêtent entre 80 et 84, mais qui continuent à pratiquer des avortements et d'autres choses. En fait, elles ont été très incomprises à l'époque. À l'époque, c'était vraiment des MLAC marginaux. Quand elles ont continué à pratiquer, même des féministes, des membres du planning, les autres femmes du MLAC disaient « Mais qu'est-ce que vous faites? L'avortement, il est à l'hôpital, vous mettez en place un service parallèle, il faut soutenir le service public, point. » Et elle dit « Mais non, nous, on fait aussi des sit-ins à l'hôpital comme vous pour faire pression sur les hôpitaux et les médecins, mais on considère que les femmes doivent pouvoir choisir, et puis surtout, il faut absolument garder ce savoir pour plein de raisons. Et puis ce savoir pas que abortif, hein, encore une fois, sur plein d'autres plans. Et puis après, longue éclipse. Il y a les horribles années 80 à leurs yeux, les militants des années 68 parlent de l'horrible décennie 80, en fermeture des possibles, victoire du néolibéralisme à tout point de vue. Et on arrive dans les années 2010, où par exemple le film du MLAC d'Aix-en-Provence, Regarde, elle a les yeux grands ouverts, il repasse dans plein de milieux militants. C'est un film qui parle autant de pratiques d'avortement que d'accouchement, qui dit que c'est la même logique de prise en main des choses et de lutte contre toutes les formes de pouvoir patriarcaux. Et en fait, le film repasse, et puis il y a ces mouvements de self-help qui reviennent. Le self-help, c'est ce mouvement de santé féministe qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis, pas mal de succès en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, et en France. Pas beaucoup, hein. Il y a eu quelques groupes de self-help, moi j'ai eu beaucoup de mal à les retrouver. C'est vraiment, en fait, toute cette histoire de santé féministe, de critique structurelle de la médecine et de l'industrie pharmaceutique, ça a très très peu pris en France à l'époque. Donc c'est étonnant de voir qu'aujourd'hui, oui, en effet, il y a ces groupes qui reviennent, avec des optiques, des idéologies très différentes. Hein. On a autant des groupes qui sont plutôt dans une optique de développement personnel que des collectifs anarcho-féministes qui se mettent à faire des auto-examens et puis avoir plein d'envie sur plein de plans de la santé. Ce qui est certain, c'est que sans doute ce qui manque pour qu'il y ait une envergure vraiment et une critique très... je veux dire, la critique dans tous les sens du terme, hein, positive et négative, mais vraiment dans une reprise en main de tout ça, c'est le lien entre tous les actes. En fait, je ne sais pas si vous voyez, mais autour de nous, il n'y a quand même pas beaucoup de récits d'accouchement où les femmes ne disent pas qu'elles se sont senties dépossédées. Sans même parler des violences obstétricales et gynécologiques. Juste, les récits d'accouchement sont globalement terribles. Au-delà des douleurs, c'est juste ce sentiment de dépossession. Les récits d'avortement, bon, on a déjà fait le tour de tout ce qui se passe. Et puis, le suivi gynécologique habituel, il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites. Et puis, plus généralement, sur la santé des femmes, il y a plein de trucs à dire. Parce que les femmes sont les plus grosses consommatrices de médicaments pour plein de raisons. C'est évidemment social. Et donc, elles sont aussi beaucoup plus à risque de tous les effets secondaires des médicaments. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ça tombe énormément sur les femmes. Le Mediator, entre autres, c'est l'un des scandales les plus connus, c'est pour ça que je le cite. Mais en fait, c'est le cas d'effets secondaires gravissimes, hein, attention. Et c'est les femmes qui souvent trinquent. Il y a plein de choses à faire. Et globalement, c'est sûr qu'il n'y a pas encore de mouvement social réel qui fait le lien entre tout ça. Entre tous ces moments où les femmes sont dépossédées, où on leur dit « Non, 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 gars, laissez-nous faire, on va faire mieux que vous », et où on n'écoute pas aussi ce qu'elles savent de leur corps. Donc il y a beaucoup à faire. Il y a plein d'héritages possibles. Merci, c'est dit. C'est ma dernière question, c'est promis, après c'est à vous. Elle sera pour vous, Alban Gaillot. La question, il y a une autre loi qui n'est jamais appliquée, c'est la question de l'éducation à la vie affective et sexuelle. Je vous rappelle que c'est une loi de 2001 qui prévoit qu'il y ait donc 3 séances devant des jeunes du CP, enfin des enfants du CP à la 3e, sauf erreur de ma part. Jusqu'au lycée, hein, c'est ça, pardon. Et ben, donc avec l'erreur de ma part, donc jusqu'au lycée, excusez-moi. Pourquoi est-ce que, évidemment, c'est essentiel? Et pourquoi est-ce que, évidemment, c'est lié à tout ce qu'on vient de se dire ce matin? Pourquoi c'est ça le programme féministe d'ampleur qu'il faut absolument mettre en œuvre et faire en sorte que ça, voilà. Et pourquoi c'est un des axes, évidemment, de plaidoyer essentiel du planning? Alors, c'est un acte essentiel et ce matin, vous avez la présentation succincte de certains plannings familiales du Pays de la Loire. Vous voyez que beaucoup de leurs actions, c'est des actions collectives dans les écoles, établissements scolaires, c'est l'éducation complète à la sexualité. L'éducation complète à la sexualité, c'est la pierre angulaire de toute la politique de prévention, de tout l'accès à l'information,
c'est la capacité à chaque citoyen et citoyenne de faire ses choix, d'être autonome, d'être libre, de comprendre les enjeux de sa sexualité, des sexualités, la contraception et la prévention. C'est vraiment cette loi de 2001, elle nous va assez bien. Bon, il y aura peut-être des ajustements certainement à faire, mais elle n'est pas mise en œuvre. Elle n'est pas mise en œuvre. Je crois que seuls 15% des élèves de collège ou de lycée disent avoir reçu ces 3 séances d'éducation complète à la sexualité. 15%. C'est une loi pourtant. On le voit bien, et je pense que les militants et militantes ici présentes vous le diront, souvent le planning familial intervient souvent à la demande d'un établissement, souvent un peu ric-rac, un peu parce qu'ils ne savent pas comment faire, et c'est souvent parce que le chef ou la chef d'établissement a envie de mettre en œuvre la loi. Complètement personne dépendante. C'est vrai que moi, quand je suis arrivée au planning familial en décembre 2022, on m'a dit « Alban, tu vas voir, on fait un contentieux contre l'État. » Waouh. Première action plaidoyer, axe contentieux, mais comment ça se passe, voilà. Et donc, le planning familial, SES Homophobie et SIDAction ont intenté un procès contre l'État et saisi le tribunal administratif pour non-application de la loi de 2001. Depuis, il ne se passerait pas grand-chose. Voilà. On leur a fait vachement peur, en fait. On a une capacité de terroriser les gens qui est quand même incroyable. Non, mais du coup, ce qu'on s'est dit, pour pas être trop long, mais on a réuni pas mal d'associations pour dire, nous, on sait ce que c'est que l'éducation complète à la sexualité, on sait comment ça marche, on a cette expertise terrain, et donc on est allé voir sur le terrain et on a créé un livre blanc de l'éducation à la sexualité que l'on a remis au Parlement, au gouvernement, à la première ministre de l'époque, au premier ministre de l'époque, à l'actuel, au ministre de l'Éducation nationale de l'époque et au ministre de l'Éducation nationale maintenant. Enfin, après tous les remaniements, vous savez, on a plein de choses à faire, l'éducation complète à la sexualité, vous savez. Et donc oui, c'est un enjeu majeur. On a vu que le Conseil supérieur des programmes s'est saisi, le planning familial a été auditionné, a rendu un projet de programme qu'on a encore d'analyse qui a quelques axes qui nous vont bien, notamment que l'éducation complète à la sexualité rentre dans les programmes et soit dans les emplois du temps. Après, il y a des points évidemment à éclaircir sur le rôle des associations, quel partenariat avec les écoles, parce qu'on sait aussi que le rôle du planning familial et des autres associations intervenantes est primordial dans la compréhension et dans la transmission et dans l'éducation à la sexualité et aux sexualités, et que le prof, il aura beau faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, c'est quand même compliqué pour lui ou pour elle, parce que former des élèves à l'éducation à la sexualité, c'est pas la biologie, c'est pas l'histoire géo, c'est pas du français. J'adore les profs d'histoire géo de français, j'ai pas de souci. Voilà, mais c'est pas la même chose. Et donc il y a vraiment comment les associations vont avoir leur place dans l'éducation complète à la sexualité. Et puis moi, voilà, c'est sorti le projet, mais il n'y a rien encore pour septembre. C'est toujours pareil, c'est toujours. Je pense qu'on pourrait avoir des retours terrain ici. Il n'y a pas de nouveauté. Mais oui, c'est la pierre angulaire de tout le sujet dont on vient de parler, et beaucoup d'autres. Niveau d'espoir sur 1 à 10 alors je suis optimiste mais pas utopiste. Je pense qu'on va devoir continuer à militer au planning familial pour cette éducation complète à la sexualité et montrer qu'on est des acteurs et des actrices majeurs sur ce sujet et qu'on a besoin de financement et que les appels, parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais parfois on entend aussi dans certains conseils régionaux et conseils départementaux des appels à définancer le planning familial. Moi, j'appelle à la responsabilité sur ces sujets-là. Il ne faut surtout pas baisser les subventions, il faut les augmenter. On a besoin d'éducation complète à la sexualité, on a besoin du planning familial partout et de plus en plus, qu'il puisse se renforcer sur tous les territoires. On a encore des territoires où il n'y a pas de planning familial. Donc il y a aussi des enjeux aussi à ce que les militantes et militants aient envie d'eux et se sentent accompagnés et conseillés et pas mis en parce que vous savez aussi, tout à l'heure je parlais des anti-choix avec l'internet, j'imagine aussi pour les militantes et militants la violence que ça peut être quand vous êtes à Bordeaux, Strasbourg ou dans n'importe quelle ville et que vous avez votre permanence qui est taguée.
c'est aussi les militantes et militants qui sont visés. Parfois, elles reçoivent aussi des mails virulents, voire voilà, très, très, très dangereux, même, et qui portent atteinte à leur intégrité. Donc, quand on vise une permanence du planning, c'est les militantes qu'on vise, c'est les personnes qui viennent aussi, c'est militer le droit aussi avant. Voilà. Merci beaucoup et évidemment on soutient toutes les équipes et voilà, à nouveau, je pense qu'on peut applaudir.